Je vous remercie, monsieur Langlois. Nous allons passer à la première partie de cette conférence. Et pour cela, je propose à Dounia Tazi et à Denis Bénard de venir. Donc, tous les deux sont membres de l'équipe accompagnement expertise de l'ICSI et vous proposent une rétrospective et un éclairage sur la démarche d'évolution culture de sécurité. À vous la parole. Je me demande si les micros sont branchés. Oui, ce sera plus facile peut-être. Merci beaucoup Camille. Alors quand Camille est venue nous annoncer avec Denis qu'on avait en charge la conférence d'introduction, qu'il fallait en plus qu'on propose et fasse le point sur la réflexion de l'ICSI en termes d'évolution de la culture sécurité, que ce soit également le tremplin pour les autres conférenciers, et qu'enfin on raconte tout ça sous la forme d'une histoire, on s'est un peu gratté la tête. Et puis, on a vu plein de têtes de chercheurs qui sont arrivés dans nos esprits. Alors, petit à petit, on a essayé d'organiser ça dans l'échelle de temps de l'ICSI, et en particulier de l'équipe expertise et accompagnement. Et du coup, on vous propose de vous raconter notre histoire, finalement. Alors, notre histoire, elle se déroule en... Allez, 3 grandes étapes, 3 grands moments. Une partie exploration, les tout débuts, les balbutiements, on va dire, de l'équipe expertise et accompagnement. Donc c'est globalement de 2007 à 2009. Deuxième grande partie, la formalisation de 2010 à 2012. Alors je dirais que c'est là où on a commencé à vraiment travailler, beaucoup voyager. Et d'autres ont beaucoup écrit également à l'ICSI. Et la troisième phase où on est en fait aujourd'hui, c'est un peu la phase de maturation, un moment où après avoir passé quelques années à aller un peu partout autour du monde et aller voir différents secteurs d'activité, on a décidé de se poser un petit peu et de se poser des questions aussi. Donc un petit tour d'horizon pour traverser cette année. Alors moi j'interviens juste 3 secondes. En tout cas, je commence maintenant à jeter juste un petit focus finalement sur le fait que dans l'histoire de l'ICSI que Dounia va dérouler pour vous, on va voir un certain nombre de thèmes qui vont s'enchaîner. Et au-delà de l'histoire, au-delà de l'aspect chronologique, ça raconte un petit peu aussi toutes les briques méthodologiques et conceptuelles qu'il a fallu assembler pour mener le chemin jusqu'à l'accompagnement du changement. Donc c'est à la fois l'histoire chronologique et puis aussi l'histoire des concepts finalement que tu vas dérouler. Tout à fait. Alors notre premier gourou, ça a été Marcel Simard, donc qui est un professeur québécois, spécialiste de la culture sécurité et sociologue. Alors avec lui, finalement, on a découvert ce qu'était la culture de sécurité, et notamment avec cette définition. La culture de sécurité, c'est l'ensemble des croyances, valeurs et comportements qui sont partagés par les principaux acteurs de l'organisation pour maîtriser les risques. Alors ça a été également l'occasion des tout premiers diagnostics culture-sécurité, dont le premier qui s'est déroulé au Cameroun, avec comme premier objectif la caractérisation de la culture-sécurité et trouver quels sont les principaux leviers pour améliorer les performances. Donc là, vraiment, on était dans la partie exploratoire complète, puisqu'on ne savait pas encore exactement ce dont on parlait vraiment, et on découvrait sur les tout premiers terrains qu'est-ce que ça... le passage de la théorie aux toutes premières pratiques. Alors ça a été, quand on parle des 2 acteurs principaux, les 2 acteurs principaux à qui on s'intéressait à ce moment-là, c'est bien évidemment le management, mais également l'implication des employés. Alors sur ce modèle, donc tu viens de nous donner les deux grandes dimensions qui définissent, quand on les croise, 4 espaces, 4 types de culture. Donc on laisse lire peut-être à notre auditoire les types de culture dans les boîtes. Par contre, il y a quelque chose sur lequel moi je peux te faire parler, puisque tu as eu l'expérience de ce modèle en live avec les doigts dans la prise. C'est je suis l'ICSI, j'arrive dans l'entreprise, j'ai un modèle, voilà Simard,
Comment est-ce que c'est approprié? Comment est-ce que les gens arrivent à comprendre le modèle, se reconnaître dedans? Tu peux nous dire 2-3 mots? Alors, c'est un modèle qui est assez simple en tant que tel, puisqu'on va retrouver 4 cases, 4 cultures différentes. La culture fataliste, finalement, c'est celle où personne ne s'occupe de la sécurité, et quand il y a un accident, c'est qui devait arriver. Deuxième type de culture, c'est celle qui a été développée par les équipes de travail, le collectif, mais sans finalement que le management s'en soit principalement occupé. C'est ce qu'on appelle la culture de métier. Alors, la plus classique et celle qu'on retrouve généralement comme étant la plus représentée dans les entreprises qui ont à gérer des risques majeurs, c'est la culture managériale, formalisée, qui est basée sur les règles et assez top-down. Et enfin, la culture intégrée, qui est quelque part un peu le Graal vers lequel on vous propose d'aller. Alors, modèle intuitif, il pouvait à un certain moment paraître quasiment simpliste, parce que résumer la culture en 4 petits points, ça peut paraître un peu facile, mais finalement très intuitif pour les personnes que l'on rencontrait, parce qu'elles se retrouvaient en fait dans la description de chacune de ces cultures. L'idée n'étant pas de spotter l'entreprise dans un de ces carrés, mais plutôt de travailler sur le profil de chaque organisation. Donc ça, c'était finalement la toute première phase par laquelle on est passé. On passe à la deuxième phase, et là, deux nouvelles personnalités qui nous ont fortement inspirés. Notre big boss qui est là aujourd'hui, Yvan Boissière, et également François Danielou, donc professeur d'ergonomie, et avec qui on a beaucoup travaillé sur les piliers de la culture sécurité, que sont la technique et le design des installations, les systèmes de management de la sécurité, et ainsi que l'intégration des facteurs humains organisationnels. Alors, je vous ai dit, c'était la période où il y a eu beaucoup de gens à l'ICSI qui ont écrit des choses, en particulier un groupe d'échange sur les facteurs humains organisationnels, et ça a été l'occasion de caractériser, d'identifier, de caractériser ce que sont les facteurs humains et organisationnels de la sécurité. C'est-à-dire l'organisation et le management, les collectifs de travail, les situations de travail, et ainsi que les personnes en elles-mêmes, donc les individus. Et enfin, troisième gros chantier qui a été travaillé à ce moment-là, ça a été le travail sur le leadership en sécurité. Là encore, un groupe de travail spécifique qui a bien travaillé, basé sur les pratiques de terrain, de différentes fonctions et des différents managers en fait, que l'on retrouve dans les organisations. Sur ce volet-là, donc je t'interromps juste 30 secondes. Les 7 attentes du leadership, je lance. Visibilité, exemplarité, 3 petits points, c'est ça? Bien sûr, vision, être présent sur le terrain, toutes les questions liées à la reconnaissance et la sanction. Donc ce sont des grandes thématiques qui ont été abordées dans les 7 attentes du leadership en sécurité. Alors il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, et puis nous on a voyagé. On a voyagé un peu partout dans le monde, dans plein de secteurs d'activité différents à cette période-là. Et puis on a fait plein de diagnostics, des diagnostics culture-sécurité approfondis ou des diagnostics culture-sécurité experts, en éprouvant finalement par la variété, la diversité des secteurs et des horizons qu'on a découverts à ce moment-là, nos méthodologies, et ce qui a été développé finalement par Marcel Simard d'un côté, et puis on l'a vu par les différents groupes de travail au niveau de l'ICSI. Alors qu'est-ce qu'il en est sorti? Pendant ces quelques années, on est allé voir un peu plus de 32 entités, plus de 25 000 questionnaires, donc de personnes interrogées sur 4 continents. Donc aujourd'hui, la base que l'on a, c'est la plus grosse base mondiale sur les perceptions en termes de culture sécurité. Alors quoi faire avec cette énorme base de données? Ça a été de la confronter
et de faire une méta-analyse de l'ensemble de ces données. Donc on s'est rapproché d'une université japonaise à travers notamment le professeur Takano, qui a une démarche un peu similaire mais qui a été développée pour l'industrie japonaise. Et on a confronté nos résultats et notre approche avec l'approche qu'il avait développée. Concrètement, ça s'est passé comment ? Une même entreprise japonaise a répondu et a suivi les deux méthodologies, japonaise et française. Et on a comparé les résultats. On a trouvé quasiment exactement les mêmes résultats avec les deux méthodologies. Ce qui nous a conforté dans la robustesse des méthodologies que l'on avait développées et qui étaient issues donc, du monde de la recherche. Autre grand sujet que l'on a abordé à ce moment, c'était de se dire quels sont les grands critères discriminants dans la perception en termes de culture sécurité. Est-ce que c'est la zone géographique, puisqu'on a cette tendance de dire « Ah, mais dans tel pays, ils sont comme ça, et puis dans tel autre, ils sont comme ça, etc. » Est-ce que c'était l'organisation, le niveau hiérarchique, etc. C'est là que les 25 000 questionnaires ont été utiles, puisque d'après ce que je comprends du traitement de ces questionnaires, l'ICSI en a fait un gros réservoir de données, duquel on a essayé d'extraire finalement des grosses tendances, des grosses orientations de résultats. Donc c'est peut-être sur les gros blocs de résultats ou un gros bloc de résultats que tu pourrais nous éclairer un peu. Alors l'un des résultats intéressants qu'on a pu en sortir, c'est que ce n'est pas la zone géographique qui est le premier critère déterminant dans les perceptions en termes de culture sécurité. C'est avant tout le secteur d'activité et l'organisation de ces entreprises. L'autre élément, alors c'est vrai partout, sauf pour une certaine population. Alors cette population, c'est les dirigeants. Les hauts dirigeants, quel que soit le secteur d'activité auquel ils appartiennent, c'est le fait d'être un haut dirigeant, c'est leur position hiérarchique qui fait qu'ils ont en commun des perceptions en termes de culture sécurité. Bref, un big boss, c'est un big boss, quel que soit le secteur d'activité qu'il a. Ça s'applique à Yvan, je pense aussi. Ouais. Ouais. Je suis viré demain. Alors, troisième grande période, donc qui a commencé en 2013, avec deux grandes figures qui nous inspirent. René Amalberti, donc, qui travaille sur la systémique et qui travaille notamment sur l'ensemble des barrières et comment évoluer en termes de culture sécurité, dans une culture sécurité qui soit adaptée à son contexte. Et enfin, John Cotter, qui est un chercheur américain qui a travaillé sur la gestion du changement. Alors, quel que soit le changement. Alors, on s'est intéressé à ces deux grandes figures pour une grande raison, c'est que pendant toute une période, on a fait des diagnostics, de nombreux diagnostics, comme je vous l'ai dit, dans des secteurs d'activité différents. Et puis, il y en a certains où, après le diagnostic, il ne s'est rien passé, où il y a eu uniquement des actions ponctuelles. Mais finalement, assez peu de programme intégré d'évolution vers la culture sécurité. Alors on en a eu et on en a vu et je dirais que ça a été nos inspirateurs également pour se dire qu'est-ce qui s'est passé dans ces organisations particulières et pourquoi elles réussissent. Ce qui nous a amené à travailler sur comment accompagner les organisations vers une évolution de leur culture sécurité qui soit adaptée à leur contexte. Alors là, je te coupe à nouveau. Le contexte, on peut le concevoir comme une notion un peu familière. Oui, je suis une entreprise de tel secteur, il faut que j'ai une culture sécurité de tel secteur. Et en fait, il y a peut-être un peu plus que ça, juste l'activité, dans cette notion de contexte que mentionne René. Alors je dirais c'est l'idée de il faut savoir boxer dans sa catégorie. Je dirais si on est un poids plume, si on va dans la catégorie poids lourd, ça va pas marcher. On va se faire démonter très vite. Et dans cette idée d'adapter son évolution de la culture et sécurité à son contexte, c'est également de savoir où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on est, quel est notre business model, quel est notre secteur d'activité, quel est notre système de régulation.
auxquels on doit s'adapter. Et c'est également pour dire qu'il n'y a pas un modèle d'évolution de la culture sécurité qui soit universel et adapté à toutes les organisations, quelles qu'elles soient. Il y a des principes que l'on verra ensemble, mais il y a ce besoin de s'adapter aux particularités de chacune des organisations. Alors, je vous ai dit, c'est également à ce moment-là où on s'est posé au niveau de l'équipe, où on s'est posé beaucoup de questions et on est surtout revenu vers les membres avec qui on travaille au jour le jour pour travailler encore avec eux sur des démarches qui soient le plus adaptées à leur contexte et à la diversité de leurs activités. Alors, pour rentrer maintenant un peu plus dans le détail sur la démarche d'évolution de la culture sécurité qui vous est aujourd'hui proposée par l'ICSI, le premier élément, c'est tout d'abord de connaître son niveau de culture sécurité actuelle. Alors, ça peut être fait de différentes manières, ça peut être fait via un diagnostic, qui peut être interne d'ailleurs, pour savoir où est-ce qu'on en est. Et partager la nécessité de changer. Si personne n'a envie de changer, ben finalement, il y a un grand risque qu'il ne se passe pas grand-chose. Deuxième grande étape, c'est l'étape de la vision. C'est d'identifier vers où on veut aller. Quelles sont nos ambitions et cette ambition, qu'elle soit adaptée à son contexte. Définir sa stratégie d'évolution. Là encore, la stratégie, elle sera à adapter à chacune des organisations. C'est le chemin qu'il y a à parcourir. Et enfin, c'est former également sa coalition, c'est-à-dire évoluer en termes de culture sécurité et également en termes de tout changement. Ça ne se fait pas seul, ça se fait avec d'autres, avec des alliés, avec des gens qu'il va falloir choisir et identifier. Donc ça, c'est pour la deuxième grande étape. La troisième grande étape, c'est la co-construction du programme. Le programme ne se pond pas. Le programme se co-construit avec l'ensemble des personnes et c'est pas uniquement la direction, c'est pas le responsable HSE ou l'équipe HSE qui va construire ce programme, mais bien évidemment avec l'ensemble des acteurs qui vont vivre en fait cette évolution. Dounia, peut-être que tu pourrais nous donner, c'est un petit peu à chaud, mais tu as une expérience de terrain, tu as une expérience avec les entreprises pour les accompagner sur ces sujets-là. Concrètement, co-construire le programme, d'accord ? On comprend que ce n'est pas juste une personne qui mature ça dans sa tête, il faut l'assembler à plusieurs et le porter à plusieurs. Tu as peut-être, je ne sais pas, peut-être pas quelques exemples d'entreprises qui a fait quoi, mais peut-être le truc qui va bien, la recette un peu connue qui fait que cette construction, elle fonctionne. Tu as peut-être des expériences à partager avec nous ? Alors, différentes expériences selon les organisations, mais où on va retrouver des éléments un peu principaux. C'est tout d'abord d'intégrer dans ces groupes tous les niveaux hiérarchiques. Et pas se dire que c'est l'apanage ou de la direction ou de la direction opérationnelle, etc. C'est avoir un panel de l'ensemble des acteurs de l'organisation qui vont être impactés et qui vont vivre et suivre cette évolution. C'est ça le principal message. Et bien évidemment, c'est de s'assurer qu'on a bien fait les deux étapes qui viennent avant. Alors, quatrième étape qui est généralement celle à laquelle tout le monde pense. Il faut dérouler un programme avec des actions. Alors, premièrement, c'est pas dérouler un programme avec des actions, c'est engager l'ensemble des acteurs dans ce programme. Et un programme d'évolution de la culture sécurité ne peut pas se résumer à une liste d'actions ou un plan d'action. Aujourd'hui, et le travail qu'on fait avec nos membres nous montre que quand certaines organisations ont pris cette position, les résultats étaient plutôt mitigés. Et c'est plutôt dans celles qui ont bien co-construit et engagé l'ensemble des acteurs où on a les résultats les plus prometteurs. Donc le plan d'action, ce n'est pas juste une séquence,
c'est des gens aussi qui fournissent leur engagement pour porter la séquence. Et c'est tout un déroulement qui est à dynamiser tout au long de son évolution. Alors c'est également gérer les résistances, quel que soit le changement, et en particulier en termes d'évolution de la culture sécurité, il y aura des résistances. Il faut s'y préparer, tout simplement. Et l'autre élément, c'est qu'il y a également des succès. Et ces succès, ça va être les boosters sur lesquels on va pouvoir construire et redynamiser l'ensemble de l'évolution. Enfin, la cinquième étape qui est l'ancrage et la pérennisation des pratiques et des nouvelles valeurs. Ouais, sur ce point-là, on sait que l'ICSI a identifié la variable temps comme étant quelque chose de vraiment important. Yvan, tu l'as rappelé tout à l'heure. Je démarre une action de changement. Tac, on va changer nos valeurs. Voici nos valeurs, merci beaucoup. Et en fait, la pratique démontre qu'il y a un grand temps de latence entre les valeurs qu'on voudrait voir adoptées par l'entreprise et celles qui sont effectivement adoptées par l'entreprise. Il se passe du temps, c'est long. C'est long, et c'est également pour ça que finalement les valeurs qu'on aura déclarées comme étant les nouvelles valeurs, c'est à l'étape 2 qu'on les définit. On les aura bien identifiées à ce moment-là, c'est vers où on veut aller. Mais je dirais le bout du chemin et qui continue, c'est bien à l'étape 5. C'est au moment où on passe des valeurs déclarées à des valeurs qui sont maintenant ancrées dans le quotidien de l'organisation. Alors voilà, un petit retour sur le parcours qu'on a fait avec vous au niveau des différents grands moments et les grandes personnes qui nous ont, les grandes idées qui nous ont accompagnés pendant cette période. Alors, ça continue, puisque, comme vous l'avez vu, on a parlé de co-construction, on a parlé d'engagement, on a parlé de gestion du changement, on a parlé du rôle également des managers et du leadership. C'est ce qu'on vous propose de continuer avec les conférences qui vont arriver sur la conduite du changement, sur l'engagement, sur le management et sur la reconnaissance et les collectifs de travail. Merci beaucoup. Merci Dounia.